Salut! La luminosité est pas géniale, mais c'est la grosse tempête dehors. Je vous propose, si le temps est aussi merdique que chez moi, de vous installer gentiment, confortablement, avec une boisson chaude, et on va parler tout de suite du thème du jour. Cette vidéo, je voulais la faire depuis un moment. J'ai eu l'idée l'été dernier et en fait, j'ai mis du temps à trouver les titres qui m'intéressaient. J'ai mis du temps à me mettre dans ces titres puisqu'il y a quand même une grosse part de non-fiction et j'avais peur que ce soit un peu rébarbatif. J'ai aussi pris le temps de lire... Enfin, je voulais faire une... J'avais en fait beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition et assez peu de moyens finalement, donc ça a pris un peu de temps, mais voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de livres pour la révolte. C'est un thème que j'ai voulu assez généraliste, dans le sens où j'ai été piocher des titres qui m'intéressaient sur des thématiques qui m'intéressaient, avec au centre de ces thématiques le concept de la révolte. Du coup, je vais commencer avec la fiction et le premier titre que j'ai choisi pour cette sélection, parce que je pense qu'on peut pas parler de révolte si on parle pas de lutte des classes. Et j'ai choisi pour vous Le bateau-usine de Kobayashi Takiji. La luminosité est horrible, j'espère que vous voyez bien. Je vais le mettre plutôt là, comme ça, voilà. J'en avais déjà entendu parler sur la chaîne de Margorito et je sais qu'il a été décrit comme le Germinal japonais et il mérite un peu ce titre-là. Je l'ai trouvé en fait sur Gibert Occasion. J'ai vu, d'abord c'est la couverture qui m'a attirée et le titre me disait quelque chose mais je me souvenais plus d'où je l'avais vu. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ok, ça va dans ma sélection sur les révoltes. Et donc je me suis lancée. C'est un très court roman de littérature japonaise, donc la plume est assez représentative de la littérature japonaise. C'est une plume que je trouve moi souvent très simple, pas simpliste, mais très simple, assez froide, parfois très factuelle, mais pourtant pas dénuée de poésie. Après, je vais être très honnête, c'est pas la plume qui me touche le plus, mais c'est quelque chose que je remarque dans les livres d'auteurs et d'autrices japonais et japonaises que j'ai pu lire. Du coup voilà, donc faut savoir que ça va être assez particulier comme manière de raconter. Et du coup, donc l'histoire de ce court roman, ça passe sur un bateau-usine, comme le titre l'indique. Les bateaux-usines sont en fait ces énormes bateaux qui vont à la pêche au crabe dans la mer entre la Russie et le Japon. Je suis très nulle en géographie, je pourrais pas vous dire le nom, je suis désolée. Et en fait, du coup, il y a la partie pêche qui va récupérer ces crabes et il y a la partie usine où les crabes vont être dépecés pour en faire des conserves. Voilà, et tout ça est sous le joug d'énormes entreprises japonaises qui font des profits incroyables. Et ça se situe dans un contexte historique qui fait un peu penser à la révolution industrielle chez nous, avec des campagnes qui se vident, avec l'espoir d'avoir une vie meilleure dans les villes. Et dans les villes, en fait, les gens sont parqués dans des quartiers très insalubres, avec très peu d'offres d'emploi, et quand c'est des offres d'emploi, c'est des emplois comme ceux-ci qui sont vraiment très difficiles, avec des conditions complètement inhumaines. Et cet espoir pour chacun d'avoir suffisamment d'argent pour racheter de la terre en fait et repartir à la campagne, ou pour avoir enfin un train de vie minimum confortable. Et du coup voilà, donc c'est déjà assez sombre de base. Et en fait dans ce bateau-usine, on va tout de suite être plongé dans une ambiance qui est très grouillante, qui est très crade. Enfin, on se rend compte que les quartiers d'habitation sont surpeuplés, sont très mal isolés, l'hygiène est vraiment minimale et vraiment parfois même inexistante. Les conditions de travail sont horribles, je l'ai déjà dit mais je le répète parce que c'est vraiment, c'est lourd à lire. Et en plus de ça, il va y avoir des espèces de querelles, des querelles qui vont être organisées en fait par l'intendant pour faire en sorte que les gens ne se regroupent pas, diviser pour mieux régner, clairement. Et au fur et à mesure, finalement, ces ouvriers vont commencer à se rebeller, se révolter, et ils vont commencer à faire des choses pour se sortir de cette situation.
Donc ça commence pas par une mutinerie, ça commence par des petits actes de rébellion, et c'est ces petits actes de rébellion en fait qui leur donnent la force d'aller de plus en plus loin. Et après voilà, il y a vraiment une escalade dans cette histoire. Je vous raconte pas tout, je vous ai déjà raconté une belle partie parce qu'il est assez court, il fait moins de 200 pages. Et je trouve ça d'ailleurs assez formidable qu'on ait autant de choses racontées dans si peu de pages, alors que Germinal est, je sais pas, 2 ou 3 fois plus gros. Et du coup voilà, donc c'était une très bonne lecture, je vous le conseille si le sujet de la lutte des classes vous intéresse. C'est vraiment un bon livre. S'il y a un autre aspect dans les révoltes qui est important à prendre en compte, c'est aussi la révolte contre la colonisation. Et pour ça, j'ai choisi le titre « Puissions-nous vivre longtemps » d'Imbolo Mboué. Imbolo Mboué, c'est une autrice camerounaise. Elle a fait ses études aux États-Unis et en fait, elle y est restée après ses études. Et c'est son deuxième roman. Et c'est en fait, elle se base sur... alors, c'est pas des endroits qui ont vraiment existé, mais c'est des endroits qui sont fortement inspirés de ce qui existe. Et on va notamment parcourir le village de Kosawa, en Afrique de l'Ouest, qui est un village dont le sous-sol regorge de pétrole, et du coup, évidemment, il y a une firme américaine qui décide de venir récupérer ce pétrole. Sauf qu'ils font ça comme des sagouins, et ils vont complètement détruire en fait l'écosystème. L'eau va être contaminée, les champs ne pourront plus être cultivables, la pollution de l'air va être énorme, et au fur et à mesure des générations, les enfants de Kosawa meurent en fait très rapidement de maladies liées à la pollution. Et les habitants de Kosawa vont essayer de se battre. Ça va être un peu le récit de David contre Goliath. Et en fait, ils vont essayer de se sortir de cette précarité, de cette situation très compliquée. Et ils vont mettre différentes choses en place. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Il y a énormément de sujets qui sont abordés, donc la colonisation, l'expropriation, la privatisation des ressources, la corruption des gouvernements. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la transmission entre générations qui est très très importante dans le livre. Voilà, c'est très très vaste et il y a beaucoup de sujets et ça, je trouve qu'ils sont traités vraiment d'une très bonne manière avec beaucoup de logique. Ça remet un peu les pendules à l'heure. Moi, je sais que c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. J'ai lu quelques titres sur la colonisation de l'Afrique, ce genre de choses. Et en fait, dans ce roman, j'ai l'impression qu'on a vraiment un condensé de tout ce qui peut être dit à ce niveau-là. Du coup, voilà, très intéressant. J'ai trouvé très intéressant aussi les questions qui sont posées. À quel moment il est immoral de ne pas se révolter? À quel moment il est immoral de se révolter? Quelle est vraiment la révolte? Est-ce qu'on veut une révolte uniquement non violente? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que la révolte violente se justifie? Et si oui, jusqu'à quel degré? Voilà, donc c'est un roman qui est vraiment... sur le fond, j'ai rien à dire. J'ai adoré tous les thèmes qui ont été évoqués. C'est fait de très belle manière en plus. Sur la forme, par contre, j'ai eu un peu plus de mal. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. C'est un roman polyphonique. L'autrice décide en fait de donner la voix à chacune des personnes qui vivent à Kosawa et qui ont des choses à raconter dans cette histoire, tout en tournant autour de Tula, qui est une jeune fille en fait qui va naître à Kosawa et qui va avoir un peu le même parcours que l'autrice. Et du coup voilà, donc ça aurait pu être très intéressant, mais le problème c'est que à chaque fois qu'elle récupère en fait la voix d'un nouveau personnage, plutôt que d'enchaîner sur l'intrigue qu'elle développe, elle décide de faire des gros flashbacks. Et c'est pas vraiment des flashbacks, le personnage raconte un peu ce qui s'est passé avant. Parfois il raconte les événements d'il y a 5 ans, et parfois il revient très loin en arrière, il y a 40 ans, etc. etc. Et en fait ça bloque vraiment beaucoup le rythme pour moi, parce qu'on a des chapitres parfois qui font 50 pages, et en fait on va avoir 40 pages de background story et 10 pages d'intrigue, et c'est vrai que ça met un frein. Il y avait des choses très intéressantes dans ces backstories, donc oui, il fallait en parler, mais il y avait des choses aussi qui auraient pu être racontées beaucoup plus rapidement. Et je pense que voilà, c'est pour moi le point négatif de ce roman, c'est qu'il est un peu long. J'ai mis du temps à me mettre dedans, j'avais un peu de mal avec la manière dont c'était raconté. Passé la première moitié, ça a été bon, hein, j'ai continué parce que l'histoire m'intéressait et je voulais savoir la suite. Mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher un petit peu, et si vous aimez pas trop ce genre de navigation entre personnages et entre temporalités, ça peut être un peu compliqué.
S'il y a un genre littéraire qui adore parler de révolte, c'est la dystopie. Et j'ai sélectionné cette fois-ci le roman graphique Resisters de Jeanne Burgard-Goutal et Amélie Aurore Chapon. C'est un graphique, voilà, c'est une BD qui va en fait se situer dans une France en 2030. Une France dystopique mais qui est très très crédible, donc ça fait un petit peu peur, c'est un peu badant. L'idée c'est de... on est dans une société du coup avec une police beaucoup plus agressive, ça vous rappelle des choses, avec des inégalités qui se creusent encore plus, des problèmes de santé, des problèmes de pandémie mondiale qui continuent. J'ai l'impression que ça a été vachement inspiré du Covid-19, enfin pour moi j'avais l'impression de lire un Covid-19++. Et du coup voilà, et en fait il y a un recul des droits, évidemment. Et donc on va suivre quelques personnages qui essayent de se battre avec tout ça, donc qui essayent de s'en sortir avec des métiers qui sont pas forcément évidents, qui essayent de s'en sortir dans des modèles de famille nucléaire parce que ils ont des enfants, il faut qu'ils les élèvent, qu'est-ce qu'ils peuvent leur transmettre, comment se sortir en fait de tout ça et de toutes ces inégalités qui sont en train de se creuser de plus en plus. Et j'ai trouvé ça, franchement c'était vachement intéressant parce que du coup dans l'idée de cette histoire, c'est que on a perdu toutes les notions de féminisme et d'écoféminisme. Et alors ça m'a fait bizarre au début parce que je me suis dit comment en quelques années on pourrait tout perdre. Je sais pas si pour moi c'était vraiment très crédible, puisque pour moi on a quand même un tissu associatif, un tissu militant qui est là et qui peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain et oublier en fait tout ce qu'on a pu avoir. Mais c'était peut-être pas le propos du livre. Le livre peut-être ne parlait pas vraiment... Enfin, c'est peut-être une dystopie qui est vraiment très exagérée. Dans tous les cas, on se rend compte que les textes féministes et écoféministes, écologiques, sont des textes qui ont un peu disparu, comme s'ils avaient été cachés ou censurés. Et en fait, les personnages principaux vont redécouvrir petit à petit ces textes-là. Et du coup, voilà, ça a un aspect très didactique, puisque du coup, on va découvrir en même temps que les personnages certains mouvements de l'écoféminisme, certaines notions. Du coup, il y a des passages qui sont assez particuliers parce que vous allez avoir des pages qui sont très... Voilà, par exemple, vous avez des pages comme ça, avec des gros morceaux de texte où en fait on nous explique des notions et il va y avoir des pages beaucoup plus dessinées. Donc ça par exemple c'est une page qui récapitule un petit peu tous les sujets abordés par l'écoféminisme. Du coup c'était vachement intéressant, j'ai bien aimé. Après, moi le problème principal que j'ai avec l'écoféminisme, c'est quand il va sur une spiritualité. Alors, je suis quelqu'un de très cartésien, je suis une personne cartésienne. Ma spiritualité, je suis pas... Enfin, disons que je suis pas très spirituelle à ce niveau-là. Mais si vous l'êtes, c'est pas une attaque contre vous. C'est juste que moi, ça me correspond pas du tout. Et c'est quelque chose avec lequel je rentre pas du tout en phase. Et donc en fait, quand on parle d'écoféminisme, on parle parfois de cette spiritualité féminine qui me plaît pas du tout parce que je trouve que c'est vachement essentialisant. Il y a tout un discours sur la nature nourricière qui est du coup en lien avec la mère, avec les femmes, etc. Et d'un côté, je peux comprendre qu'on ait envie de se réapproprier ce genre de choses, surtout dans un monde où les femmes sont vraiment mises de côté, peu considérées, peu estimées. Mais de l'autre, je trouve ça très essentialisant, je trouve ça... presque sexiste finalement, et je trouve ça aussi, c'est transphobe. Enfin, il y a pas mal de choses qui me plaisent pas en fait dans cette idée de la spiritualité New Age. Il y a plein de choses qui me hérissent le poil. Et du coup, j'ai vraiment moins aimé ça. J'ai beaucoup moins aimé aussi le traitement d'un des persos. Au début, j'étais très en accord avec cette femme qui est du coup une femme en couple avec un homme hétérosexuel qui est comment... Ils ont un enfant ensemble, elle se pose énormément de questions sur l'éducation qu'elle veut donner à son enfant. Elle essaye maximum de donner une éducation non genrée, elle veut proposer tout ce qu'il y a de mieux en fait à son enfant. Et son mec est un mec plutôt décent,
la barre est au sol, mais un mec plutôt décent. Et en fait, quand elle va découvrir de plus en plus de choses sur le féminisme et l'écoféminisme, elle va se mettre en colère contre ce gars qui n'a rien demandé. Et j'ai trouvé ça un petit peu maladroit, parce que du jour au lendemain, en fait, elle se rend compte de choses et elle va lui reprocher sans avoir jamais ouvert la discussion. Et je trouve ça un peu bizarre. Enfin, le développement m'a paru un peu étrange. Et j'ai pas trop aimé non plus qu'elle découvre que... Enfin, il y avait une critique sur la famille nucléaire, sur les couples hétéros, sur l'exclusivité en relation. Et je trouve que ça a été pas très bien géré. C'est quelque chose qui m'a très peu plu. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas très envie de vous spoiler, mais il y a des... Ça m'a pas entièrement convaincue. Vraiment pas. Par contre, j'ai trouvé ça très intéressant de remettre au même endroit un peu toutes les idées qui entourent les écoféminismes, parce que du coup, il y en a plusieurs. C'est ce qu'on comprend aussi dans ce graphique. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai trouvé intéressant de reparler des manières de faire communauté, sororité, et de comment ça peut nous aider aussi à nous révolter d'une certaine manière. Comment faire des groupes qui nous permettent de nous sentir bien, mais aussi de proposer autre chose dans notre société qui est assez violente. Donc pour ça, c'était très bien. Pour l'exécution, j'étais un petit peu moins emballée. Du coup, on va passer aux non-fiction. Là, j'ai essayé de ratisser un peu large, mais finalement, ça n'a pas été si large que ça. Quand on parle de révolte, moi, j'avoue, je pense assez rapidement aux antifas. Puisque les antifas sont des groupes en général autonomes qui sont là pour aller se confronter aux FAF. Donc les FAF, c'est franco-français, c'est tout ce qui est néo-fasciste, néo-nazi. Et du coup, donc, les antifas sont des groupes qui sont généralement très masculins, très blancs, très virilistes aussi, puisqu'il y a vraiment une idée d'aller se confronter physiquement aux FAF. Et j'avais envie d'en apprendre un peu plus, parce que c'est pas forcément des milieux... Enfin, j'ai pu discuter avec des antifas, mais c'est pas des milieux dans lesquels je traîne forcément. Et du coup, j'ai choisi À bas l'État, les flics et les fachos, fragments d'une lutte antifasciste. Ce sont des propos recueillis par Olivier Minot aux éditions Burnout. Et c'est en fait les témoignages des membres du groupe antifasciste Lyon et environ, qui s'appelle GAL, qui a été créé en 2013 et qui a été dissolu par le Conseil d'État en 2022. Donc ça veut dire beaucoup aussi. Et en fait, donc on va suivre la genèse un peu du mouvement, du groupe, ce qui se passe entre les membres, qu'est-ce qu'il a pu se passer chronologiquement, quels ont été les grands moments forts, les grands moments faibles de ce groupe, parce que, mine de rien, c'est des humains en fait qui se regroupent et c'est quelque chose de très... c'est une petite communauté et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Ça parle de lutte, ça parle effectivement de révolte, de comment on décide de se battre pour nos idéaux. C'est assez honnête sur le fait que le milieu antifa est effectivement très masculin, blanc, etc. Et du coup, il y a une honnêteté intellectuelle à ce niveau-là pour dire qu'il y a une énorme marge de progression, d'autant plus que les milieux antifa sont censés être des milieux antiracistes, puisque c'est vraiment l'idée d'aller contrer le néonazisme et les fascistes. Et du coup donc ils parlent de leurs actions, donc c'est pas que de la bagarre, il y a aussi des actions un peu plus symboliques, des actions artistiques, il y a des choses, c'est très intéressant. Les personnages, les personnes qui témoignent ont toutes des choses à dire, alors elles sont de milieux parfois très différents, mais il y a des choses qui se regroupent entre elles, j'ai bien aimé, c'est bien écrit, c'était chouette. Ce que j'ai trouvé super intéressant aussi, c'est qu'on parle beaucoup de querelles, donc qu'elles soient internes ou inter-organisation. Et ça, c'est vrai qu'il y a une idée un peu de... Je peux comprendre qu'on puisse avoir cette idée un peu de gâchis, dans le sens où le but est le même quasiment pour tout le monde, mais à cause de dissensions internes, il y a potentiellement des... Comment dire ? Potentiellement on se regroupe pas assez en fait, et bref, c'est assez... On tombe un petit peu là aussi dans le diviser pour mieux régner, et je pense que ça fait le jeu d'une certaine partie de la population, en tout cas d'une certaine partie politique. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage, mais en même temps je peux comprendre que quand on a des valeurs très fortes, on n'ait pas vraiment envie de négocier ces valeurs.
Il y a des critiques sur la gauche molle. Voilà. Le seul truc qui m'a moi un petit peu déprimée, je mets des gros guillemets, c'est que le discours, je pense pas que c'était vraiment le discours que voulaient tenir les membres du groupe, mais il y avait un peu un discours de il n'y a pas de révolte s'il n'y a pas de bagarre, et je comprends. Je suis tout à fait d'accord que dans une révolte, on ne peut pas se passer... En fait, à partir du moment où un système vous impose une violence, vous ne pouvez pas juste tendre l'autre joue en espérant que ça s'arrête. Il va falloir répondre à cette violence. Mais je pense que c'est quand même pas le seul levier qu'on ait. Je suis pas naïve au point de croire que les leviers qu'on puisse avoir, c'est genre les leviers législatifs. Ça y est, j'ai compris que c'était une grosse, vaste blague. Mais je pense qu'il y a quand même d'autres leviers et que on n'a pas tous et toutes la carrure pour aller se lutter physiquement en fait. Et du coup, il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres manières de faire communauté, de faire lutte. Et j'ai trouvé que ça manquait un tout petit peu. Et moi, ça m'a un peu... je me suis dit, mince, j'en fais pas assez en fait. Et du coup, c'était un petit peu plombant plutôt que galvanisant. Et du coup, dans l'idée aussi de cette révolte un peu à la marge, j'ai voulu m'intéresser à un sujet qui fait couler énormément d'encre, c'est les Black Blocs. Du coup, là, c'est un essai de Francis Dupuy-Derry, qui est un professeur de sciences politiques à l'Université de Québec, à Montréal. C'est un homme qui a écrit beaucoup d'essais sur la démocratie, la peur du peuple, ce genre de choses, et même sur la crise de la masculinité. Il est vraiment très intéressant. Et alors, c'est un essai, j'avais un peu peur que ce soit rébarbatif. Pas du tout, ça se lit comme un roman. C'est incroyable. C'est sourcé, c'est très accessible, c'est vraiment très bien écrit, c'est franchement très chouette. Il faut savoir que la première version a été sortie en 2003 et en fait, au fur et à mesure des rééditions, Francis Dupuy-Derry reprend le texte et rajoute soit des choses, soit revient en fait sur ça. Donc moi j'ai l'édition qui est sortie en 2023 par les éditions Luxe, qui sont une très bonne maison d'édition, j'en parlerai juste après. Si vous vous intéressez à l'anarchie notamment, ils ont beaucoup de textes très très intéressants. Et j'en ai 2 autres à lire d'ailleurs de chez eux, ce sera pour des prochaines vidéos. Donc voilà, les Black Blocs en fait ça va parler surtout principalement des Black Blocs qui ont lieu au Québec, puisque c'est ce que l'auteur connaît, mais il y a aussi des Black Blocs européens qui sont mentionnés. Et c'est surtout les années 2000 jusqu'au 2010-2013, un truc comme ça. Bref, et du coup, donc, on va avoir donc cet essai qui va nous parler de qu'est-ce qu'un Black Bloc, déjà, pour commencer, comment ils sont nés, est-ce que ce sont vraiment que des casseurs qui n'ont aucune revendication politique? Spoiler alert, non. Et du coup, est-ce qu'ils ont vraiment leur place dans les manifestations? Quels sont leurs rôles? Voilà, c'est vraiment très très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'étais déjà un peu acquise à la cause parce que j'avais lu quelques articles que j'avais trouvés, qui m'avaient ouvert les yeux en fait sur les figures des Black Blocs. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé d'autant plus intéressant il se fait quand même un peu parfois l'avocat du diable en disant est-ce que il n'y a pas des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a vraiment... est-ce que c'est nécessaire d'avoir des Black Blocs à chaque manifestation? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir d'autres manières de faire? Enfin, il est assez honnête à ce niveau-là et j'ai trouvé ça très très intéressant. Il débunk en fait toutes les idées reçues qu'on peut y avoir sur les Black Blocs. C'était vraiment très chouette. Et il y a notamment un passage qui m'a beaucoup plu. Je vais essayer de vous le retrouver. Il va en fait reprendre les propos de Voltairine de Cleyre, qui est une anarchiste, poétesse, musicienne états-unienne qui a vécu fin 19e, début 20e. Et en fait, cette théoricienne va faire une distinction entre l'action directe et l'action indirecte. Et il va notamment donc nous faire cette distinction. Une action politique est directe lorsque l'individu agit par lui-même sur la scène politique, sans obéir à un chef et sans représentant qui parle ou agit en son nom. Au nombre des actions directes non violentes, on retrouve les pétitions, la rédaction et la production de textes politiques, la participation à une marche de protestation non violente, le boycottage d'un produit ou d'un commerce, la résistance passive et la grève. Quant aux actions directes impliquant le recours à une certaine force,
on retrouve le sabotage, la destruction de cibles symboliques et l'affrontement avec des forces hostiles, souvent de façon défensive. L'action politique indirecte consiste quant à elle à voter pour des gens qui seront portés au pouvoir et agiront, en principe, au nom et pour le bien des électeurs. Et du coup, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir cette distinction, parce qu'elle n'est pas forcément toujours évidente à comprendre. Quand on pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut avoir une action que par cette manière indirecte. On vote, il y a des lois, etc., etc. On a des représentants qui se battent pour nous. On a vu que ce système avait beaucoup de biais et de limites. Et en fait, quand on pense à action directe, il y a beaucoup de gens qui ont cette idée directement d'aller saboter des trucs, alors qu'en fait non, il y a tout un pan d'actions directes qui peuvent être utilisées pour la lutte et qui sont pas en fait antinomiques. Enfin, pour moi, les deux doivent marcher ensemble, main dans la main. Et c'est un petit peu le discours qui se retrouve dans tout cet essai, que il n'y a pas à faut pas diaboliser les black blocs comme faut pas diaboliser l'action non directe. Faut pas penser que l'une va sans l'autre. Faut pas penser qu'il y en a qu'une qui est efficace. D'ailleurs, il le dit, il n'y a rien qui prouve que les actions des black blocs ne soient pas efficaces, mais il n'y a rien qui prouve que les actions des black blocs soient les plus efficaces non plus. C'est pour moi un mélange, un ensemble, et je trouvais ça très très intéressant parce que c'est un peu un discours qui permet de se dire ok, moi j'ai ma manière de lutter qui est par exemple, je sais écrire donc je vais écrire des pamphlets, je parle pas de moi mais je parle de général, j'aime beaucoup la théorie donc je vais pouvoir me battre sur le terrain des idées, et il y en a d'autres qui sont moi en fait j'aime être dans l'action, j'ai envie de faire des choses concrètes qu'on peut voir, donc voilà. Et il y a d'autres manières en fait, je trouve ça très intéressant et très empouvoirant parce que ça montre bien qu'on a tous et toutes notre place dans la lutte et qu'on peut trouver juste la manière de lutter qui nous correspond. Et du coup, si jamais les éditions Luxe ont aussi sorti les écrits d'une insoumise, qui est en fait les textes recueillis de Voltairine de Cleyre, qui est vraiment très chouette. Je l'avais lu il y a quelques années. C'est en fait des textes qu'elle a écrits, des discours qu'elle a pu prononcer. Et c'est très inspirant, c'est très chouette. Je me souviens qu'il y a des textes avec lesquels j'étais pas forcément en accord quand je les ai lus, parce que je les ai lus il y a un moment. Et en fait, je pense que si je les relisais maintenant, je serais un peu plus d'accord avec elle. Mais voilà, si ça vous intéresse, Luxe Éditions, ils ont vraiment un très très bon catalogue. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai 2 autres livres de chez eux que je voudrais lire. Donc je sais pas si je pourrais les lire avant la fin de l'année, mais en tout cas, ils arriveront prochainement dans mes vidéos. Mais du coup, voilà, une maison d'édition québécoise qui est très très à garder sous le radar. Et je vais finir cette sélection de non-fiction avec un format un peu hybride. C'est Wake, The Hidden History of Women-Led Slave Revolts, pardon pour mon accent, par Rebecca Hall, et c'est illustré par Hugo Martinez. Donc, alors c'est un hardback, donc la couverture est rigide, et je vous avoue que c'est pas le plus facile pour lire parce que c'est un graphique. Donc tout le texte est écrit par Rebecca Hall et c'est illustré du coup par Hugo Martinez. Et en fait, Rebecca Hall est une historienne, elle est descendante d'esclaves, et elle s'est rendue compte qu'en fait il y avait des révoltes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les esclaves se sont pas révoltés, alors que si, il y a eu énormément de révoltes. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de révoltes qui étaient menées par des femmes, sauf que l'histoire les a complètement oubliées. Donc son but dans ce graphique, c'est de parler de sa recherche, de parler de comment elle va essayer de trouver en fait des preuves, comment elle va essayer de récupérer un peu cette histoire qu'on oublie. Et c'est pas évident parce que l'esclavage a fait que les gens étaient complètement déshumanisés, donc impossible de retrouver leur nom, impossible de retrouver leur généalogie. Les récits de révolte sont parfois à deviner entre les lignes, et du coup voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes et qui sont vraiment très poignantes. Elle parle des révoltes qui a pu avoir lieu sur les bateaux mais aussi dans les colonies, et du coup voilà, c'était très intéressant de remettre un peu les femmes sur le devant, parce qu'on a tendance à penser que ce sont les hommes qui mènent les révoltes, et en fait la théorie de Rebecca Hall, c'est que les femmes sont autant meneuses de révoltes, peut-être même parfois plus que les hommes, parce qu'elles sont sous-estimées.
Et du coup, c'était vraiment très intéressant. Il y avait aussi, c'était assez poignant puisque Rebecca Hall parle du traumatisme générationnel, du fait d'être descendante d'esclaves, du fait de savoir qu'il y a toute une partie de notre histoire qu'on ne connaîtra pas, et toute une partie de notre histoire qui est vraiment une souffrance en fait. Et elle va parler aussi du racisme qu'elle va subir au cours de ses recherches, des gens qui vont refuser de la recevoir en niant complètement, par exemple, le rôle qu'a pu avoir une société historique dans le trafic d'êtres humains, des gens qui vont être très suspicieux parce que c'est une femme noire, des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues juste parce que c'est une femme noire. Et du coup, voilà, donc ça parle vraiment de ce racisme qui a pris racine au cours de la traite des esclaves et qui est venu petit à petit jusqu'en 2000. Je sais pas quand c'est sorti, mais dans les années 2020, ça m'étonnerait pas. Du coup, voilà, donc c'était vraiment très intéressant. Ce qui m'a un tout petit peu frustrée, mais je pense que c'est aussi une frustration que l'autrice a dû ressentir, c'est que du coup, on n'a pas vraiment de vrai récit, on n'a que des hypothèses. Puisque l'autrice, du coup, nous explique sa démarche, nous explique ce qu'elle lit entre les lignes, ce qu'elle comprend, ce qui peut y avoir... Enfin, les différents aspects de comment... historiques qui ont eu lieu, et elle va prendre le parti de romancer certaines choses pour expliquer comment ça aurait pu se passer. Et du coup, voilà, donc ça c'était un tout petit peu frustrant de savoir qu'il n'y a que des hypothèses, on n'aura aucune certitude, mais en même temps c'est aussi le sujet du livre en fait, d'expliquer qu'à partir du moment où vous invisibilisez une partie une partie de la population, forcément vous avez une histoire incomplète. Donc voilà, c'est très intéressant. Il n'est malheureusement pas traduit en français, donc c'est de l'anglais. Et il est, je dirais pas, c'est pas parce que c'est un graphique qu'il est facile. Il est assez ardu à certains moments. J'ai certaines cases que j'ai dû relire parce que c'était pas forcément très très évident, mais vraiment très intéressant. Et ça nous montre aussi que la révolte finalement, elle existe depuis des millénaires, en tout cas quelques siècles, et qu'on a peut-être plus de rôle à jouer en tant que femme faible qu'on peut le penser. Et donc là, on est sur la catégorie bonus, la catégorie de livres que j'ai pas compris. Je les ai sélectionnés pour deux choses, principalement pour leur titre, et parce que ça me semblait très intéressant de les intégrer dans une vidéo sur la révolte. Mais je vous avoue que c'est un peu hors de ma portée. Donc je vais commencer par la désobéissance civile d'Henri David Thoreau. Henri David Thoreau, je pense que vous le connaissez un peu plus pour Walden ou La vie dans les bois. Et du coup, donc, là, il a écrit La désobéissance civile, qui est un très petit texte. Il fait moins de 40 pages. Et pour vous expliquer, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois, dont une en audio. Et au final, l'audio... Alors, j'ai déjà beaucoup de mal à me concentrer en audio, mais là, en vrai, ça a été juste un bruit de fond. Ça m'a permis de faire mon ménage, mais ça n'a pas permis de faire plus. Et du coup, donc, j'ai fini par le lire. Donc la première fois, je me suis endormie dessus. La deuxième fois, voilà. Et donc la troisième fois, j'ai fait « Allez, cette fois-ci, t'es en forme, tu vas pouvoir comprendre. » J'ai pas tout compris. C'est en fait c'est un texte qui a été écrit par Henri David Thoreau après avoir passé 1 ou 2 nuits en prison, je sais plus. Parce qu'en fait, il a décidé qu'il n'était pas d'accord avec le gouvernement, dans le sens où le gouvernement a déclenché une guerre au Mexique dans les années 1846. C'est ça. Et en fait, il n'est pas d'accord non plus contre l'esclavage, et donc en fait, il décide que comme il n'est pas d'accord avec le gouvernement, il va arrêter de payer ses impôts. Et c'est ce qui va lui valoir d'être emprisonné. Sauf qu'en fait, il a beaucoup d'amis, et un de ses amis va payer sa caution et payer les impôts qu'il doit, et du coup, donc, Thoreau va être libéré assez rapidement. Et en fait, il va écrire du coup ce pamphlet en disant « Oui, je suis pas content ». Et il y avait des choses très intéressantes, notamment le fait de remettre en cause et en question l'idée de gouvernement. Un gouvernement, c'est censé aider le peuple, mais au final, on se rend compte que c'est devenu surtout des gens qui régissent, plutôt que... Enfin, voilà, il y a un gros déséquilibre qui s'est fait entre le gouvernement et le peuple, et le peuple n'a pas de moyen de dire qu'il n'est pas d'accord,
parce que le vote est une machine compliquée qui n'a lieu qu'à une certaine période de... Enfin voilà, c'est selon un calendrier bien précis. J'ai appris dans ce livre qu'en plus, aux États-Unis, je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas à l'époque, il fallait payer une taxe pour pouvoir voter. Donc si vous étiez pauvre, vous ne pouviez pas voter. Ce qui est un petit peu antidémocratique, les gars. Et du coup, voilà. Et donc, il y avait tout ce discours sur est-ce qu'on a vraiment besoin d'un gouvernement, si oui, de quelle forme il devrait être, et si on n'est pas d'accord, arrêtez de les soutenir. Après, il a commencé à partir dans un délire qui m'a beaucoup moins plu, dans l'idée où il disait de toute façon, le gouvernement n'est rien, c'est le peuple qui a tout fait. Par exemple, qui c'est qui a conquis l'Ouest ? C'est le peuple. Et est-ce que t'as vraiment envie d'avoir ce genre de discours parce que la conquête de l'Ouest, ça a juste été un génocide finalement. Et du coup, est-ce que c'est vraiment le discours que t'as envie de tenir en mode le gouvernement est nul, c'est nous qui sommes les vainqueurs. Après, il parle aussi de l'hypocrisie des gens. Il était du coup très en colère contre la personne qui a payé sa caution parce que, en gros, ils ont joué le jeu du gouvernement et lui n'a pas pu être dans la confrontation dont il rêvait. Il va aussi avoir tout un discours en mode « j'ai passé 2 nuits en prison, ça a changé ma vie ». Je pense que ça aurait été une personne, j'aurais vraiment pas aimé le rencontrer. Il avait l'air très chiant. Du coup, voilà. Et donc, on pourrait se dire, mais en fait, il peut pas dire beaucoup plus de choses dans ces 40 pages. Mais voilà, moi je considère que je l'ai pas entièrement compris. On me dit dans le résumé que c'est un texte qui a influencé Gandhi, Martin Luther King ou Nelson Mandela. Et du coup je me suis dit, bon, qui je suis moi pour dire, en fait c'est de la merde. Alors qu'il y a quand même Martin Luther King et Nelson Mandela, je peux pas me comparer à eux, quoi. Mais du coup je pense que je l'ai pas compris. Je l'ai pas tout compris, ou alors il a très bien le vie, je sais pas. Mais voilà, je suis tellement ambiguë qu'il lui fallait une catégorie à part. Et enfin, là c'est pareil, c'est le titre qui m'a intéressée, mais aussi l'auteur. C'est Renverser un gouvernement par Pierre Kropotkin. Il faut savoir que Pierre Kropotkin, c'est une des figures de l'anarchisme, dans sa théorie en tout cas. Et donc là, c'est un recueil de 3 textes. Il y a le premier qui est le gouvernement révolutionnaire, le deuxième c'est la loi et l'autorité, et le troisième c'est la Commune de Paris. Pourquoi je le mets dans la catégorie « j'ai pas compris » ? Parce que c'est de la théorie politique. Et je me rends compte que c'est vraiment pas ma zone de confort, et c'est vraiment des trucs que je suis... c'est hors de... c'est pas mon niveau du tout. Dans le sens où je pense que j'ai compris majoritairement les idées. Le gouvernement révolutionnaire, c'est un peu dans la même veine que Thoreau, dans l'idée de reprendre... de remettre en question l'idée de gouvernement, de qu'est-ce que devrait être un gouvernement révolutionnaire, est-ce qu'un gouvernement peut être révolutionnaire, donc ça c'était vachement intéressant. Mais en fait, il y avait genre une phrase où j'étais très intéressant, et après il y a 3 paragraphes et je bite rien, quoi. Et du coup, donc, je me suis dit, bon, c'est hors, je suis vraiment... c'est pas de mon niveau. La loi et l'autorité, j'ai trouvé ça, c'est pareil, assez intéressant, parler du fait que les lois sont... Si vous demandez à quelqu'un à quoi servent les lois, on va vous dire à protéger les gens, et en fait on se rend compte que factuellement, il y a beaucoup plus de lois qui protègent des biens que des gens en fait. Et du coup, voilà, il y a pas mal de choses comme ça, et du coup, est-ce que la loi est vraiment nécessaire pour vivre en société ? C'est un mec anarchiste, donc il reprend un peu toutes ces conventions pour essayer de les démonter. Et du coup voilà. Donc, en vrai, c'était intéressant, mais comme je vous le disais, genre, je lis une phrase et je me dis, ça a du sens, et les 3 paragraphes d'après, je suis complètement perdue. Et du coup, donc, je me suis dit, j'ai pas tout compris. Donc, je vais pas vous faire genre, c'est génial. Je veux juste vous dire, il y a des idées très intéressantes. Et si vous êtes plus intelligent que moi, peut-être que ça vous correspondra un peu plus. Mais voilà, et du coup ça vient d'une petite collection que je trouve pas mal, c'est par Payot, et ils ont fait notamment toute une série sur les anarchistes. Donc ils ont une vingtaine de textes, je crois, par des anarchistes connus, et c'est des petits formats. Je trouve qu'il s'est pas donné, par contre c'est 7,20 €, et voilà, donc c'est pas donné. C'est la vie. Mais du coup, en circuit d'occasion, je pense qu'il y a moyen de les trouver. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Moi, c'est quasiment que du circuit d'occasion là. Et du coup, voilà. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et ça conclut les lectures de cette vidéo. La luminosité
visibilité est un peu meilleure, le soleil s'est levé donc ça va me permettre de conclure avec une lumière plus sympa. Comme vous vous en doutez, cette sélection n'est absolument pas exhaustive, c'est une sélection que j'ai réalisée au fil de mes pérégrinations sur internet. J'ai même pas cherché des listes de livres, j'étais juste en train de me balader dans les librairies de manière virtuelle ou de manière physique. Et c'est là en fait que j'ai sélectionné les titres qui m'intéressaient avec ce thème de la révolte. J'ai conscience que j'ai absolument pas un niveau d'analyse très pertinent, j'ai pas fait d'études économiques et sociales, je suis plutôt une consommatrice de contenu et du coup j'essaye d'apprendre au fur et à mesure, mais c'est vrai que je vous propose pas forcément un guide de la littérature de la révolte, je vous propose pas non plus une vidéo qui a pour but d'être un abécédaire. Enfin, moi l'idée c'était, j'ai vu des titres qui m'intéressaient sur une thématique qui m'intéresse, j'ai voulu les lire et vous en parler et donc c'est ce que j'ai fait. Je pense quand même que je suis pas mal sortie de ma zone de confort, je suis pas très à l'aise avec l'exercice et y a des personnes qui le font bien mieux que moi, donc pour les prochaines vidéos je pense que je vais revenir à quelque chose qui me parle un peu plus et du coup je vais revenir plutôt à des lectures que j'ai prévu de faire ou qui me tombent un peu comme ça sur le coin du crâne. Faut savoir que là, pour le parti un peu blabla, vous pouvez zapper si ça vous intéresse pas. Pendant tout le mois d'octobre, j'ai énormément lu. Je lisais jusqu'à 15h, 16h par jour, donc oui, c'est beaucoup. C'est pas très sain. Il y en a qui pensent que si, mais non. Et je lisais surtout du non conventionnel, donc pas mal de fanfiction. Parce que voilà, ma santé mentale était vraiment au ralenti. J'avais beaucoup de mal à me sortir de ce guêpier. Bref. Du coup, là, j'ai envie de renouer avec des lectures qui me parlent, des lectures qui sont un peu plus faciles, entre guillemets, qui me demandent moins de sortir de ma zone de confort. J'ai craqué en librairie il y a pas longtemps. J'aurais pas dû, mais bon, c'est fait. Et du coup, et j'ai toute une étagère de livres à lire, bah, littéralement, elle est là. Ça, c'est tous les livres de ma palle, avec du coup, ça déborde, donc ça y est, il va falloir que je m'y mette. Et je pense que je vais piocher du coup là-dedans, peut-être quelques e-books aussi qui m'intéressent. J'ai pas oublié vos recommandations de lecture de l'automne, donc la prochaine vidéo, je vais faire un point là-dessus. Je lirai les livres que vous m'avez recommandés, je vous donnerai mon avis. Et puis voilà. Sachez qu'avec moi, l'automne ne se termine pas au 1er novembre. Je suis pas fan de la saison de Noël, du coup je lis pas forcément des livres de Noël. J'ai même tendance à lire de plus en plus de l'horreur à Noël, donc voilà, ça va sûrement... Ma palle automnale va vraiment s'étendre. Et je sais pas trop quand est-ce que je refilmerai une vidéo, peut-être avant les fêtes quand même, parce que ça reste une période assez chargée, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Du coup, on verra bien, mais voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez compris Kropotkin, ou si vous ne l'avez pas compris, je me sentirai moins seule. Et puis je vous dis, bah du coup, à la prochaine. Salut!